C'était un orage de feu et d'acier. Les canons crachaient la mort sur les défenses allemandes. Les barges britanniques fonçaient vers la plage au milieu des explosions. Les balles ricochaient déjà contre les parois des embarcations. Soudain, un choc. Les rampes s'ouvrirent, permettant aux hommes de débarquer. Il était 7h35 sur Sword Beach, ce 6 juin 1944. Pendant que le monde brûlait, en Normandie, la 716e division d'infanterie du général-lieutenant Wilhelm Richter attendait, entre l'Orne et la Vire, l'éventuel débarquement allié. Dépendant du groupe d'armée B du général-feldmarschall Erwin Rommel et du 84e corps du général d'artillerie Erich Marx, la division était forte de 7771 hommes au lieu des 14 000 que prévoyaient les effectifs divisionnaires standards. Stationnant depuis 1942 dans le mur de l'Atlantique, une part des effectifs de la 716e division était partie renforcer les rangs de la Wehrmacht sur le front russe. Ainsi, pour combler les manques, une part des hommes venait des territoires occupés, notamment de Pologne ou de Russie. Soldats étrangers qui, forcément, détérioraient les capacités combatives de la division. Une situation qui ne cessait d'exaspérer Richter, se plaignant des troupes disposées comme un collier de perles. Fractionné en régiments, entre Bayeux et l'Orne était stationné le 736e régiment de grenadiers sous les ordres de l'Oberst Ludwig Krüge, qui avait installé son PC au WN-17. Dans le futur secteur de Sword, les Allemands avaient installé une dizaine de points d'appui appelés Winterstanden, les WN ou Stützpunkt surnommés STP. Ces points d'appui avaient pour mission d'arrêter ou du moins de désorganiser les forces de débarquement pour permettre aux forces mécanisées de préparer une contre-attaque. Au croisement de la côte et de l'Orne, à l'est de Ouistreham-Rivabella, était positionné le STP-08. Occupé par des hommes de la 1e et de la 2e compagnie du 736e régiment de grenadiers, le point était dominé par un poste de direction de tir de 17 mètres de haut, chargé de diriger le feu des 6 pièces françaises de 155 mm de la 1re compagnie de la Heerkunstenartillerie-Arbeitung 1260. En temps normal, les canons se trouvaient dans des encuvements, mais en vue des travaux effectués pour améliorer les fortifications, plusieurs casemates étaient en construction afin d'accueillir les canons. Les pièces avaient donc été déplacées à l'arrière, le temps des travaux, à l'est de Saint-Aubin d'Arconay. Pour protéger ces canons, le STP-08 comptait une casemate à double embrasure pour un canon de 50 mm, un encuvement pour une pièce identique, une casemate pour un canon de 75 mm, une position de flaque de 20 mm sur le belvédère, sur le poste de direction de tir et sur le casino, de multiples positions pour MG et un canon anti-char dans les fondations du casino. À cela, le STP-08 était ceinturé de fossés anti-chars et de réseaux de barbelés. À 200 mètres, à l'ouest, était positionné le WN-10. Petit point d'appui, il était composé d'un blocos avec une cloche blindée pour MG, d'une casemate pour un canon de 75 mm, d'une autre pour un canon de 50, ainsi que plusieurs Tobruk pour MG. En suivant la côte, sur la plage de Colville, les Allemands avaient placé le WN-18, point d'appui occupé par la 10e compagnie du 736e régiment. Il disposait d'une casemate pour un canon de 75, d'un canon de 50 mm et de positions pour MG. Sur la plage d'Hermanville-la-Brèche se trouvait le WN-20, nommé par les Alliés Code. Occupé par le reste de la 10e compagnie, la position comptait une casemate pour un canon de 88, une autre casemate pour un canon de 50, un encuvement contenant un deuxième canon de 50 mm et un blocos à double embrasure accueillant un énième canon. À cela s'ajoutaient 2 Tobruk pour MG, d'un blocos avec une tourelle de char français, d'une casemate pour MG et d'un Tobruk accueillant un mortier de 50 mm. À l'extrémité ouest du futur secteur de débarquement,
sur la commune de Lyon-sur-Mer, était positionné le WN-21. Surnommée Trou par les Alliés, elle était occupée par la 9e compagnie, d'une casemate abritant un canon de 50 mm, de 2 emplacements pour canons de 50, de plusieurs Tobruk pour MG et de postes de direction de tir pour guider les canons installés dans les terres. Mais au-delà du premier rempart créé par les positions au bord de la mer, les Allemands avaient installé dans l'arrière-pays plusieurs points d'appui pour défendre Caen en cas d'éventuel débarquement. Entre Ouistreham et Bénouville, le long du canal de l'Orne, les Allemands avaient placé le WN-11, une position comprenant une pièce anti-char et quelques mitrailleuses. Plus au nord se trouvait le WN-12, surnommé Daimler par les Alliés. Ce point était occupé par la 4e compagnie du régiment d'artillerie 1716 et abritait une batterie d'artillerie formée de 4 canons de 155 mm, dont 3 d'entre eux étaient sous casemate pendant que la dernière était encore en construction. Ceinturée de champs de mines et de barbelés, la position abritait un mortier de 50, 6 mitrailleuses, une pièce anti-char de 50 mm et de 2 canons de flak. Outre le WN-09 positionné au sud de Ouistreham, qui n'était qu'un cantonnement pour les hommes aux alentours, à l'ouest du WN-12 se trouvait le WN-14, au nom de Sol pour les Alliés. Il était placé sur les hauteurs de Ouistreham et disposait de 3 canons de 50 mm et de plusieurs positions pour MG. Plus au sud du WN-14, à Saint-Aubin-d'Arquenay, les Allemands avaient installé des cantonnements codés WN-15 et WN-15A, et c'est ici qu'ils avaient placé les 6 canons du point d'appui de Rivabella. À l'ouest, sur la commune de Colleville-sur-Orne, les Allemands avaient installé 3 points d'appui. Le WN-19, qui était un petit point chargé de défendre la route reliant le village au front de mer, armé de 2 canons anti-chars. Ensuite, bordant l'ouest de la commune, le WN-16, surnommé Maurice par les Alliés, qui était occupé par les hommes de la 2e compagnie du régiment d'artillerie 1716. Cette batterie d'artillerie était composée de 4 casemates, abritant des canons de 100 mm, et était protégée par quelques mitrailleuses et un réseau de barbelés. Quelques centaines de mètres plus au sud, était installé le puissant WN-17, au nom de code Hillman. Placé sur les hauteurs de Colleville, le point abritait le PC du 736e régiment de grenadiers. Protégé par un champ de mines, des barbelés, des tranchées reliant plusieurs Tobruk et une dizaine d'abris bétonnés, dont 2 avec une cloche d'observation, 2 casemates abritaient pour l'une un canon anti-char de 50 mm, pour l'autre une MG, étaient chargés de défendre la route. Si on dispose d'un chiffre pour les effectifs de la 716e division, les historiens n'ont pas encore mis au clair les effectifs allemands dans le futur secteur de Sorobitsch. On peut néanmoins essayer de les déduire. Forte de 7771 hommes, la 716e division comptait 3 régiments, soit un total de 2590 hommes par régiment. Le 736e régiment était étalé entre Caen et Bayeux. Les effectifs allemands ne devaient donc guère dépasser 1000 hommes dans le futur secteur de débarquement anglais, soit une petite centaine de soldats par point d'appui. Si l'Ost Bataillon 642 avait été intégré au 736e régiment de grenadiers pour en renforcer les effectifs, Rommel estimait, comme Hitler, que le débarquement aurait lieu en Normandie. Pendant que l'état-major allemand rayait cette idée farfelue, le général von Marschall du groupe d'armée B, convaincu de son idée, avait fait venir, du 26 au 30 avril 1944, la 21e Panzer-Division pour qu'elle stationne autour de Caen. Rommel aurait voulu voir la division au plus près de la côte, car, de par son expérience en Afrique, il savait la supériorité numérique alliée, notamment dans leur contrôle de l'espace aérien. La seule façon de repousser les Alliés, c'était donc de les arrêter sur les plages. Mais là encore, ce n'était guère l'avis de l'état-major allemand, et notamment de von Rundstedt, qui se croyait encore en 1940, et pensait repousser les envahisseurs dans une campagne digne de la Blitzkrieg. Le gros de la 21e Panzer s'était donc retrouvé au sud, entre Caen et Falaise, à plusieurs heures de marche
des côtes de Normandie. De l'autre côté de la Manche, une force gigantesque se préparait pour se jeter à l'assaut du continent. Dans leur organisation, les Alliés avaient séparé la côte en plusieurs secteurs. C'est ainsi que le secteur allant de Port-en-Bessin à l'estuaire de la Dive constituait l'objectif de la 2e armée britannique. Divisé en 2 corps, c'est le premier, commandé par le lieutenant-général J.T. Croker, qui fut chargé de débarquer à l'est du secteur de débarquement. Pour le débarquement sur la plage au nom de code de Sword, le rôle revenait à la 3e division d'infanterie du major-général J.T. Rennie, une division vétéran de 1940 qui stationnait depuis en Angleterre. Décomposée en brigades, la 3e division d'infanterie était composée de la 8e brigade qui comprenait le 1er Suffolk, le 2e East Yorkshire et le 1er South Lancashire, de la 9e brigade qui comprenait le 2e Lincolnshire, du 1er King's Own Scottish Borderers et du 2e Royal Ulster Rifles, ainsi que de la 185e brigade qui comprenait le 2e Royal Warwickshire, le 1er Royal Norfolk et du 2e Shropshire Light Infantry, soit environ 800 hommes par brigade. À cela, la division disposait de 3 régiments d'artillerie, un régiment de chars et d'un bataillon du génie. Au total, la 3e division alignait 18 347 hommes et 4 300 véhicules. Mais pour le jour J, elle fut encore renforcée, d'abord par la présence du 27e Armored Brigade, lui-même composé du 13e 18e Royal Hussars, du 1er East Riding Yeomanry et du The Staffordshire Yeomanry, soit 3400 hommes supplémentaires, chevauchant plus de 2000 chars, dont 190 charmannes. Ensuite était rattaché à la division le 1er Special Service Brigade et ses 2500 commandos, commandés par le légendaire Lord Lovat, unité d'élite composée du numéro 3 commando, du numéro 4 commando intégrant le commando Kiefer, le numéro 6 commando et du numéro 45 Royal Marines Commando, mais aussi du 4e Special Service Commando commandé par le brigadier Bernard E. Leicester, comprenant le numéro 41, 46, 47 et 48 Royal Marine Commando, qui, pour le secteur de Sword, ne fournira que le numéro 48 Royal Marines Commando. Et enfin, toutes ces forces pouvaient aussi compter sur des squadrons de la 79e Armored Division, équipés d'engins spéciaux créés spécialement pour le débarquement. C'est ainsi près de 25 000 hommes qui devaient s'abattre sur la plage la plus à l'est du secteur de débarquement. Pour que l'opération réussisse, les Alliés avaient travaillé pendant des mois à l'élaboration d'un plan des plus précis. Pour ce qui est de la partie la plus à l'est, le premier corps avait pour mission de débarquer sur la plage de Sword, divisée en plusieurs secteurs. Hobo, Peter, Queen, Roger. 4 secteurs, eux-mêmes divisés en 3 sous-secteurs codés avec des couleurs, Green, White et Red. La 3e division devait donc débarquer dans le secteur étroit de Queen, et plus précisément dans le secteur de Queen White et Queen Red. Son objectif, briser les défenses allemandes, appuyer la tête de pont créée par les parachutistes de la 6e division aéroportée, en faisant une jonction par les hommes du 1er Special Service Brigade, et surtout atteindre, si ce n'est prendre, la ville de Caen. Un objectif réaliste, quand on sait qu'il n'y a que 15 km entre la mer et la préfecture du Calvados. Mais c'est peut-être un peu trop sous-estimer les Allemands. Déjà, un premier ordre de départ avait été annulé. La météo faisait des siennes en ce mois de juin 1944. Mais voilà qu'une éclaircie semblait se profiler pour le 6. Le 4 juin, à 22h, l'ordre fut donné. La plus grande armada de tous les temps partit alors pour la grande aventure. La force S, pour Sword, partit des ports de Shoreham et de New Haven, pendant que les commandos embarquèrent
de Solent. L'invincible armada se donna rendez-vous au milieu de la Manche, à Piccadilly Circus, le 5 juin, pour poursuivre leur route dans 2 canaux déminés. Prochain arrêt, la Normandie. C'est l'aube. Jamais dans la mémoire des hommes, un spectacle pareil n'était apparu. À perte de vue, des navires de toutes sortes, d'où s'élevaient pour certains d'entre eux des ballons, servant à gêner d'éventuels bombardements de la Luftwaffe. La force S, sous les ordres du Rear Amiral H.J. Talbot, se positionnait conformément au plan. Avant de déclencher l'ultime barrage d'artillerie, dans la nuit du 5 au 6 juin, les Alliés avaient effectué de nombreux bombardements entre Le Havre et Cherbourg pour affaiblir les défenses. À l'arrière du secteur de Sword, les WN furent bombardés, mais par manque de visibilité, une grande partie des bombes tombèrent sur les habitations, heureusement vides pour la plupart. Il n'empêche que le 6 juin, sur les 400 derniers habitants de Ouistreham, un tiers seront tués dans les combats, principalement à cause des bombardements alliés. Les avions ont fait leur travail. Venait le moment pour les navires de faire parler la poudre. C'est à 5h40 que la Bombarding Force ouvrit le feu sur les défenses allemandes, engageant un duel avec les différentes batteries d'artillerie. Pendant que des navires torpilleurs allemands essayaient de désorganiser la force S, les premiers groupes d'assaut se préparaient. À 12 km des côtes, les troupes étaient transbordées des cargos aux barges de débarquement. Les forces d'assaut se mettaient en formation. Il était 6 heures. Les 8 LCT transportant les chars du 13e et 18e hussards devaient lâcher les blindés à 6,5 km de la côte. Mais en vue de l'état de la mer, on préféra lâcher les chars Duplex Driver à 4,5 km. C'est alors un défi pour les équipages de chars. Une fois dans l'eau, les jupes des Duplex Driver sont soumises à rude épreuve par les vagues, ce qui retarde leur progression. Les équipages font tout leur possible pour évacuer l'eau grâce à des pompes, mais un tel dévouement parfois ne suffit pas. Sur 40 chars, 34 arriveront sur la plage. Les 6 autres gisent encore au fond de la Manche. À 6h44, c'est au tour des bâtiments d'escorte d'ouvrir le feu sur les défenses. Les obus des canons automoteurs vont tirer 6500 coups avant de débarquer. Les salves de roquettes partent en hurlant au-dessus des soldats en proie au mal de mer. Les forces d'assaut foncent maintenant vers la côte. Déjà les premières gerbes d'eau entourent les barges. Ils ne sont plus qu'à quelques mètres de la plage. Le retard pris par les chars Didi fait que ce sont les engins spéciaux de la 79e Armored Division qui débarquent en premier, directement sur la plage par les LCT. D'abord les chars Fléau qui arrivent à 7h20, chargés d'ouvrir des brèches dans les barbelés. Puis les Havres à 7h25 et enfin les 34 chars Didi. Le déluge de feu et d'acier qui s'est abattu laisse à penser que les défenses allemandes étaient anéanties. Il n'en était rien. Elles semblaient presque intactes, comme si les milliers de bombes, d'obus et de roquettes n'avaient servi à rien. Les balles ricochaient sur le blindage des chars et les premiers duels entre les canons et blindés s'engageaient. 5 minutes s'étaient écoulées et voilà l'infanterie qui arrive dans cet ouragan. Sur Queen Red, les 9 barges du 2e East York Regiment débarquent entre le WN-20 et le WN-18. Les compagnies A et B furent prises sous une pluie de balles, pendant que le canon de 88 mettait plusieurs chars hors de combat. En quelques minutes, ce fut plus de 200 hommes qui furent touchés. À part les obstacles, rien ne protégeait les Anglais. La compagnie A, arrivée à la dune, se lança à l'assaut du WN-20, qui leur avait causé tant de tort, en prenant position après position. À l'ouest, sur Queen White, c'était encore 9 barges qui arrivaient pour débarquer la compagnie A et C du 1er South Lancashire Regiment. Les hommes arrivèrent au milieu des chars en flammes. La compagnie A progressa à droite, sous un feu nourri. Son chef, le major Harwood, fut mortellement atteint. Le lieutenant Pierce prit alors le commandement pour mener sa compagnie à l'assaut des maisons fortifiées sur la droite de la plage. Plus à l'est, la compagnie C a plus de chance. Elle traverse la plage avec assez peu de pertes et prit part à l'assaut du WN-20 par l'ouest.
Venait alors la compagnie de renfort, la compagnie B, qui dériva troupe à l'est, pour débarquer devant le point d'appui Code. Les pertes étaient importantes, mais le lieutenant Bell Walker réussit, avec ses hommes, à s'emparer d'une casemate avant d'être lui-même tué. Cette action permit cependant à la compagnie B de s'introduire sur le point d'appui. Accompagnés dans leur assaut sur la gauche de la compagnie A du 2e East York, la lutte s'engagea pour s'emparer de la position. La situation était devenue très confuse sur Queen White, les actions se résumant par des prises de position successives débouchant sur la chute du WN-20. Pendant que les équipes spécialisées essayaient de démolir les obstacles sur la plage, sans grand succès, quelques minutes après le débarquement des fantassins, à l'est, dans le secteur Queen Red, allait débarquer le premier spécial service brigade de Lord Lovat. Commandant le numéro 4 commando, le lieutenant-colonel Dawson laissa le privilège aux 2 LCI français de toucher le sable de notre pays en premier. Les LCI 523 et 527 touchèrent la plage à 7h31. Et c'est sous une averse de projectiles que nos compatriotes traversèrent la plage. 40 seront mis hors de combat, et Kiefer lui-même sera blessé, mais continuera le combat. Arrivant à la dune, l'ensemble du numéro 4 commando, qui avait subi un feu croisé du WN-20 et du WN-18, dut se frayer un chemin jusqu'à la colonie de vacances. Nos Français de la troupe 8 et de la Kagun partirent alors à l'assaut du WN-18, puis des positions le long de la côte menant à Ouistreham. Tout cela pendant que la troupe 1 était partie sur la route de Lyon. De l'autre côté de la plage, à l'extrémité ouest du secteur Queen White, débarquait le 41e Royal Marines Commando. Les 6 LCI arrivaient à 300 mètres à l'ouest de l'endroit prévu. Divisés en 2 groupes, le premier, composé des troupes P et Y, avait pour objectif le WN-21 situé à Lyon-sur-Mer, pendant que la troupe B et X devait attaquer le château au sud du village. C'est sous une nouvelle averse de projectiles que les commandos ont traversé la plage. Et beaucoup n'arriveront pas à la dune. Pourtant, les commandos ne sont pas au bout de leur peine. Il était maintenant 8 heures. Malgré leur bonne position, les forces allemandes ne pouvaient se battre contre une force 100 fois supérieure à leurs effectifs. Le mur de l'Atlantique ne pouvait que s'effondrer sous la pression britannique. Au moment où débarquaient les compagnies de soutien du 1er Southlands et du 2e East Yorks, la première vague finissait de réduire au silence les positions du WN-20 et du WN-18. Sur la plage, qui ne subissait maintenant que des tirs sporadiques, commençaient à s'amasser les hommes et le matériel, des vagues successives, sans que rien ne soit fait pour y mettre un peu d'ordre. À l'ouest, le 41e Royal Marines Commando, après être arrivé en haut de la plage, commençait à progresser. Pendant que la troupe P était partie à l'est pour en finir avec les défenses allemandes, la troupe B rejoignit la route 154 pour se diriger vers Lyon. D'après les civils interrogés, les Allemands avaient quitté le WN-21 à 7 heures. Méfiant, le lieutenant-colonel Gray envoya la troupe P à la tête de la colonne, mais elle fut ralentie par des tireurs postés dans les maisons le long de la côte. Sur la gauche, la troupe B, après avoir fait son travail sur la côte, avança vers le château et essaya, en vain, d'aborder le WN-21. La troupe Y partit ensuite à l'assaut avec l'appui de 3 chars Centaure. Mais les Allemands, qui n'étaient certainement pas partis du WN-21, laissèrent approcher les blindés, et à moins de 100 mètres, ils ouvrirent le feu, détruisant les 3 chars et causèrent de lourdes pertes chez les commandos. Alors que la troupe A tentait sa chance, sans grand succès, la troupe B était maintenant sous le feu d'un canon automoteur. Complètement bloqués, les Anglais subirent même une contre-attaque allemande à 13 heures qui les contraint à se replier. Les Royal Marines Commando ne pourront faire leur jonction avec leurs camarades du numéro 48 à Langrune, à l'est de Juno Beach. De l'autre côté de la plage, pendant que le WN-18 était pris d'assaut par le numéro 4 Commando, le reste de la brigade débarquait. À 8h10, les LCI 519 et 502 amenèrent le QG de la brigade,
commandées par Lord Lovat. Les 2 barges étaient suivies de peu par 5 autres LCI transportant le numéro 6 commando. Puis, vers 9h, de 5 nouveaux LCI débarquant le numéro 3 commando. Enfin, 5 autres bâtiments apportèrent le numéro 45 Royal Marines Commando. Alors que le premier spécial service se regroupait en haut de la plage, à l'est, la troupe 1 du commando Kiefer progressait sur la route de Lyon, jusqu'au croisement avec la rue Pasteur. Atteints à 9h, les Français remontèrent alors la rue pour essayer de s'emparer du casino, mais sans succès, même après avoir utilisé des piattes. Arrivant par l'ouest, la troupe 8, elle aussi, fut empêchée par la résistance allemande. Kiefer redescendit alors la route, et quelques minutes plus tard, revient, installé au sommet d'un char du 13e 18e hussards. Le commandant guida alors les tirs sur le casino. Il était 9h30, les commandos se lancèrent à l'assaut pour faire une vingtaine de prisonniers allemands. Les Français, aux prises avec le casino, les Anglais du numéro 4 commando avançaient dans Ouistreham. Répartis en plusieurs troupes, la D, la E et la F s'emparèrent du STP-08 et constatèrent l'absence des canons. Le reste des forces britanniques atteignit le port à 10h, mais devant l'écluse, les Allemands résistèrent. Il leur faudra attendre 15h30 et l'intervention des Havres pour éliminer toute résistance. Dans le feu de l'action, personne ne prit le temps d'inspecter le poste de direction de tir, alors que 53 Allemands s'y étaient retranchés pour 3 jours de siège. Sur la plage, pendant que le numéro 4 commando nettoyait Ouistreham, leurs camarades furent accueillis par des tirs du WN-20, qui mirent hors de combat plusieurs hommes. Leurs seuls abris étaient les chars, en proie aux flammes, ou la dune en haut de la plage. Débarquant par vagues successives dans l'ordre cité il y a quelques instants, c'est bientôt 1200 commandos qui sont réunis en haut de la plage. Au milieu des obus et des tirs qui claquent, Bill Millin s'empressa de jouer de la cornemuse pour donner du rythme aux commandos. Les derniers résistants du WN-20 s'étaient écroulés. Les survivants sortaient les mains en l'air pour se rendre. Le mur de l'Atlantique franchi, la première brigade engagea sa marche à travers Colville, puis obliqua vers Saint-Aubin-d'Arquenay. Les voilà en vue de Bénouville. Un Allemand, posté en haut d'un arbre, tira sur la colonne avant de disparaître dans un champ de blé. Alors que la colonne reprit sa marche, Lord Lovat demanda à Bill Millins de continuer à jouer de la cornemuse pour prévenir les parachutistes de leur approche. Millin aura joué de la plage à Bénouville, entrant ainsi dans la légende. Arrivant au village, la colonne se retrouva bloquée par des tirs venant de l'église. Un char léger arriva au même moment. Le chef du numéro 6 commandant ordonna alors à Millin de coller le char en jouant pour encourager les hommes. Le char tira alors sur le clocher de l'église, tuant les tireurs allemands. Quelques minutes plus tard, la jonction se fit avec les premiers parachutistes. Les commandos avaient alors repris leur marche. Musique en tête, les voilà arrivés au pont de Bénouville. Lord Lovat salua le major Howard au milieu des balles qui claquaient contre les parois du pont. Le premier spécial service poursuivit alors son avance, franchit le second pont pour rejoindre le gros des parachutistes et installer une ligne de défense au nord. Les commandos en route vers Bénouville, les hommes de la 8e brigade, après avoir franchi les défenses de la côte, s'enfoncèrent dans les terres. Ils devaient être à Caen dans la soirée. La seule voie praticable pour sortir des marécages présents entre la plage et les villages étaient les routes surélevées. À l'ouest, le premier South Lancashire commença à avancer avec ses 4 compagnies vers Hermanville. La compagnie A partit à gauche pour essayer de soutenir les Royal Marines Commando, mais sans succès. Les compagnies B, C et D progressèrent vers Hermanville, accompagnées par des Brencarry. La tête de la colonne fut prise à partie par des tireurs installés dans le clocher du village, rapidement neutralisés. À 9h30, le village était sous contrôle. Les Southlands, maintenant accompagnés des chars du 13e 18e hussards, progressaient vers Biéville. Mais au sommet de la crête dominant le secteur, des canons de 88 d'une unité de chasseurs de chars de la 21e Panzer bloquèrent la progression britannique. Mais voilà un événement incroyable. Plutôt que de partir à l'assaut avec l'infanterie, les Southlands s'enterrèrent
comme pendant la Première Guerre mondiale, alors même que derrière les 88, il n'y avait encore aucune unité allemande. Jusqu'à quand? Les Anglais avaient préféré attendre les renforts de la 185e brigade. Une incompétence des Britanniques dans l'esprit d'initiative, grave de conséquences. De son côté, le 2e East Yorkshire, après avoir fini de nettoyer le point code, à 9h30, et accompagné du squadron B du 13e 18e Hussards, commença son avance. 2 compagnies partirent vers Rivabella, relever le numéro 4 commandant, et s'emparer du WN12. Passant par Ouistreham, les 2 compagnies, arrivant par le nord-est, vont se casser les dents sur la position Daimler. Enfermés dans leur point d'appui, les Allemands vont tenir jusqu'à la nuit, provoquant de lourdes pertes chez les Anglais. Les 2 autres compagnies suivirent les commandos jusqu'à Colville avant d'obliquer vers l'est pour attaquer le WN14. Mais là encore, les Allemands étaient bien décidés à tenir. Les combats s'éterniseront jusqu'à 15h45 pour finir par une reddition des 40 défenseurs germaniques. Sur la plage, à 9h30, débarquait le régiment de soutien de la 8e brigade. Le 1er South Suffolk ne perdit que 4 hommes sur la plage. Elle marcha ensuite vers Colville avec pour objectif le point Morris et Hillman. Arrivant devant le WN16, la compagnie B vit sortir du point d'appui des hommes les mains en l'air. Pour la plupart polonais, hébétés par les bombardements, ces hommes n'ont pas trouvé la volonté de mourir pour le Reich et ont préféré rendre les armes. Les compagnies du 1er Suffolk se dirigèrent maintenant vers le puissant WN17. Alors que les hommes de la 8e brigade progressaient difficilement, la 185e brigade débarqua entre 10 et 11 heures. D'abord le 2e King's Shropshire Light Infantry, ensuite le 2e Royal Warwickshire Regiment et enfin le 1er Royal Norfolk Regiment. Leur mission était de foncer sur Caen après que la 8e brigade lui eut ouvert la route. Mais rien ne bougeait. Le 1er Norfolk était au centre, les King's Shropshire sur la gauche et le 2e Warwick sur la droite. Chacun campait sur ses positions, car les véhicules devant transporter les hommes n'étaient pas là. Les blindés sont pourtant sur la plage, moteur tournant, mais ils sont incapables de sortir de Sword. La marée montante et le flot de matériel, d'hommes et de véhicules avaient provoqué un monstrueux embouteillage qui en surplus continuait à être sous le feu de l'artillerie allemande. Il fallut toute la bonne volonté des chefs de plage pour organiser un semblant d'ordre. À 11h30, le brigadier Smith en eut assez d'attendre. Il ordonna d'avancer avec les moyens du bord, notamment avec l'appui de Bren Carrier sorti de la plage. En fin de matinée, le lieutenant-général John Crookers et le major-général Tom J. Rennie faisaient un constat alarmant. Lyon-sur-Mer n'était pas pris. La 8e brigade ne bougeait plus et les parachutistes subissaient de plus en plus la pression allemande. Le chef du premier corps proposa la prudence. C'est alors qu'arriva à 11h la 9e brigade. D'abord les hommes du 2e Lincolnshire, ensuite le 1er King's Own Scottish Borderers, puis les 2e Royal Ulster Rifles, et enfin les chars du 1er East Riding Yeomanry. La mission de la brigade était de se porter à l'ouest pour faire jonction avec les hommes de Junot et foncer vers Carpiquet. Mais en vue de la situation, on alluna sa mission pour l'envoyer à l'est, renforcer les parachutistes, laissant ainsi un espace libre entre Sword et Junot. Le 1er King's Own Scottish Borderer fut alors envoyé à Bénouville, le 2e Royal Ulster Rifle au sud de Perry, et le 2e Lincolnshire Regiment au sud de Lyon et de Cresseron pour protéger le flanc droit des parachutistes. Il était maintenant midi. Les pristes sortaient enfin de la plage pour se positionner au sud d'Hermanville. Leur mission était d'appuyer la 185e brigade qui avait commencé à avancer 30 minutes plus tôt. En parlant d'elle, ne supportant plus l'inaction de la 8e brigade, elle commença à avancer. Le 1er Norfolk dépassa alors le 1er South Suffolk. Descendant la rue de Colville et passant à l'est du village, les Anglais subirent des tirs intenses de l'artillerie allemande et des défenses du point Hillman, mettant hors de combat plus de 150 hommes. Le solide WN-17 aurait dû être pris par le 1er Suffolk de la 8e brigade
vers les 13 heures, mais la mise en œuvre de l'attaque avait demandé du temps. La compagnie D pratiqua des brèches dans les barbelés, puis se fraya un chemin dans le champ de mine. Bientôt l'infanterie prit le contrôle de l'extérieur, mais les Allemands, loin d'abandonner, résistèrent depuis leur blocos. En partie couverts par des chars, les Anglais nettoyèrent un à un les positions allemandes, devant, dans certains cas, détruire les casemates à l'explosif. Le combat fut long et sanglant. Les derniers résistants rendirent les armes à 20h15. Il était bien trop tard pour se lancer à l'assaut de Caen, mais il n'était pas question pour les hommes de la 185e brigade d'attendre que le WN-17 s'effondre. Ils devaient avancer. Les King's Shropshire Light Infantry progressèrent à droite de la crête Perry et tombèrent sur une batterie d'artillerie allemande du 1er bataillon du 1716e régiment d'artillerie. Après un âpre combat victorieux pour les Anglais, les Kings reprirent leur progression pour s'emparer des villages de Beuville et Biéville, en repoussant dans leur élan une compagnie de panzergrenadiers. Enfin, les hommes du 2e Warwickshire suivirent les commandos de Lord Lovat avant de les dépasser à Saint-Aubin pour poursuivre vers Caen. À 8 heures, le mur de l'Atlantique était en partie percé, et les parachutistes avaient constitué une solide tête de pont. Corps et âme, les défenseurs se battaient pour leur position, espérant voir bientôt arriver les renforts. Mais que fait donc la 21e Panzer Division ? Immédiatement disponible pour contre-attaquer, la division était la seule à être à portée de la plage de Sword. Déjà, dans la nuit, des éléments du 135e Panzer Grenadier Regiment avaient été pris à partie par des parachutistes. Plus les heures passaient, plus les rapports affluaient au PC de Saint-Pierre-sur-Dive. Mais voilà, comme Rommel, le général-major Edgar Feuchtinger était absent. Il était à Paris, de même que son premier officier d'état-major, pour prendre du bon temps. Au moment le plus crucial, personne ne commandait la division. Tout cela à cause d'un général qui aimait se laisser vivre, notamment dans une relation amoureuse avec une comédienne noire. Une situation ironique quand on sait la pensée raciale du général. Seul le Hauptmann Wagman était sur place pour commander la division, et rapidement, l'état-major fut débordé. Pour autant, vers 2 heures du matin, on ordonna au colonel Bronikovski, commandant du 22e Panzer Régiment, de préparer ses blindés. Exaspéré de l'inaction et d'attendre Feuchtinger, qui finit par arriver de Paris, la division passa sous le commandement du général Marx. C'est ainsi qu'à 7 heures, le 2e bataillon du 22e Panzer Régiment reçut enfin l'ordre de contre-attaquer. Mais malgré leur mise en état d'alerte prématurée, les blindés étaient encore près de Falaise, à 50 km de la côte. En attendant, Marx devait faire avec les moyens du bord. Déjà des forces de la division se battaient, le 125e régiment face aux parachutistes, et surtout le 192e régiment de panzergrenadiers, notamment avec la 7e et la 8e compagnie, qui à 9h15 reçut l'ordre d'établir une ligne de défense entre Perrier-sur-le-Dent et Saint-Aubin d'Arquenay. L'attente fut longue pour Marx. Les blindés de la 21e devaient contourner Caen, alors en proie aux bombardements alliés, et surtout esquiver les attaques aériennes en strafing. Cette force aurait dû contre-attaquer sur les parachutistes, mais en vue de la situation, le général Marx réorienta la contre-attaque à l'ouest du fleuve, au nord de Caen. Les blindés du 2e bataillon de Panzer Regiment devaient passer l'Orne à Caen, mais à 13h30, la ville avait été bombardée, provoquant des embouteillages monstrueux. Après bien des retards, la 5e compagnie du 2e bataillon parvient, après 14 heures, entre Lébizay et Biéville. C'est sur une hauteur que le général Marx dit au colonel Bronikovski « Si vous ne parvenez pas à rejeter les Britanniques à la mer, la guerre est perdue. » Le colonel prit alors place sur son char et ordonna de lancer l'assaut. Informés par l'aviation des mouvements allemands, les Anglais du 2e King Shropshire, qui se battaient dans Biéville, appuyés par des canons anti-chars et des blindés, attendaient le choc. Les 40 Panzer IV se déployaient alors pour contre-attaquer. Mais rapidement, les blindés allemands furent pris sous le feu des canons britanniques. À 16h45,
à l'ouest du village de Biéville, ces 2 panzers qui furent détruits et plusieurs autres endommagés par les chars du squadron A du Staffordshire Yeomanry. Le premier bataillon de panzer tomba sur les canons d'assaut britanniques du 7e Field Regiment et ne purent progresser. Les panzers étaient touchés les uns après les autres. Plus de 13 furent détruits. La coordination était fermement mise à mal. La 21e Panzer n'avait pas la force de rejeter les Anglais à la mer. La 192e brigade eut moins de problèmes. Après avoir franchi la crête de Perrier, elle s'engouffra dans la brèche entre Sword et Junon. Incapables de percer les lignes anglaises, certaines unités du 1er et du 2e bataillon obliquèrent vers l'ouest pour s'engouffrer dans la brèche. 14 Panzer IV poussèrent jusqu'à Douvres-la-Délivrande, rejoints ensuite par des membres du 1er bataillon du 192e régiment. Ce groupe parviendra jusqu'à la mer à 20h avec 6 panzers. Un avantage qui aurait pu être exploité, mais en voyant passer au-dessus d'eux des centaines d'avions chargés des renforts pour la 6e division aéroportée, par peur d'être encerclés, les Allemands préférèrent se replier et reçurent l'ordre de former une ligne de défense au nord de Caen. La contre-attaque allemande révéla pourtant aux Britanniques la vulnérabilité de son flanc. Le général Reyni décida pour ce début de soirée historique de renforcer ses positions et de stopper l'avance sur Caen. Il serait erroné de dire que le débarquement sur Sword fut un échec, mais en faire une grande victoire est peut-être encore plus trompeur. En effet, la 3e division britannique avait atteint qu'en partie ses objectifs. Elle avait percé le mur de l'Atlantique, certes. Elle avait fait sa jonction avec les parachutistes, certes. Mais on ne peut nier son terrible échec à prendre Caen. La faute à qui ? L'historiographie a eu tendance à amoindrir son rôle, mais en premier lieu aux Allemands. À 70 hommes en moyenne par point d'appui, les forces de l'Axe, aux origines hétéroclites, se sont battues dans leur ensemble corps et âme, malgré une supériorité numérique nettement à l'avantage des Anglais. Malgré l'emploi des chars, les Britanniques devront livrer un combat long et sanglant pour faire tomber les WN du secteur. Ils devront ensuite faire face aux panzers de la 21e division, qui malgré l'échec de leur contre-attaque, empêchera de poursuivre la progression vers Caen. Les Allemands, loin d'être en position avantageuse, n'ont donc pas démérité. Ils se sont battus, mais se battant à 1 contre 10, d'une quelconque façon, ils ne pouvaient l'emporter. Le second point qui explique l'échec de la prise de Caen, c'est éminemment le comportement même des Britanniques. On ne peut pas reprocher aux unités tombant sur les défenses allemandes de ne pas progresser. Néanmoins, certaines ont fait preuve d'un manque flagrant d'initiative. Le 1er South Lancashire, plutôt que de s'enterrer comme pendant la guerre de 14, aurait peut-être pu trouver un moyen, avec l'appui des chars, de détruire les forces allemandes, empêchant la progression. Le retard sera en partie rattrapé par les hommes de la 185e brigade dans l'après-midi, mais ce fut pour tomber sur les chars allemands. Sans doute, le manque de progression était aussi dû à la désorganisation sur la plage. Le matériel détruit, les corps, la marée montante et le débarquement successif des hommes et du matériel avaient provoqué un terrible embouteillage. Les forces britanniques ne purent qu'être retardées. Enfin, on peut émettre une hypothèse. Les Alliés avaient tellement peur d'échouer ce 6 juin, qu'après avoir percé le mur de l'Atlantique, il y eut comme un moment de flottement, dans lequel les hommes préféraient renforcer leur position plutôt que de poursuivre leur avance, par peur d'être rejetés à la mer. Le débarquement sur Sword fut donc en partie une réussite sur bien des points, et un échec sur d'autres. Vient maintenant le redoutable moment d'aborder les pertes. D'un côté comme de l'autre, la situation est bien floue. Il semble qu'aucun historien n'ait pris le temps de nous fournir les chiffres des pertes. Du côté anglais, les chiffres qui ressortent le plus pour les pertes est celui de 600 hommes. Un chiffre tout à fait concevable en vue des pertes enregistrées sur la plage, près de 400 pertes, et des sanglants combats pour venir à bout des différents WN. Peut-être même les pertes furent plus importantes, à cause de la contre-attaque allemande dans l'après-midi. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Les pertes anglaises sont difficilement cernables. Mais que dire des pertes allemandes ?
nous nageons en plein brouillard. Déjà que les effectifs ne furent pas clairement établis par l'historiographie, alors trouver un chiffre des pertes allemandes relève presque du fantasme. On ne sait pas non plus le nombre de prisonniers faits par les Anglais. Si on prend un nombre de 70 hommes par point d'appui, et le chiffre est haut, que l'on imagine 50% de pertes et 50% de prisonniers, on arrive à un total de 300 hommes de tués et blessés. Cependant, c'est oublier les pertes subies par la 21e Panzer. Peut-être alors les Allemands ont-ils perdu entre 400 et 800 hommes. Mais nous spéculons. Espérons que les historiens viendront un jour nous éclairer sur ce point, que la mémoire essaye tant de nous cacher, pour enfin donner une vérité à ceux qui sont tombés pour Sword ce 6 juin 1944.